a avec nous du coup Mehdi Benrabah qui travaille chez Pika du coup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va? Très bien, et vous? Ouais, tranquille. Ouais. On est très heureux de t'avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ouais, de rien, pour une émission spéciale Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu quel est ton poste chez Pika, tranquillement? Ouais, alors moi en fait je suis directeur de projets éditoriaux. C'est l'équivalent d'un directeur éditorial. Mon but c'est de faire la veille en fait de tout ce qui paraît au Japon, d'acquérir les droits de séries potentielles qui seraient en accord avec le catalogue de Pika et aussi avec un potentiel intéressant pour le marché français. Et l'autre partie de mon boulot, c'est tout le côté production avec mon équipe éditoriale pour faire en sorte que le livre sorte dans les temps et dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais là chez Pika quotidiennement. Ça occupe pas mal. On a quand même de la création aussi sur le côté. Vous avez reçu Renaud Lemaire il n'y a pas très longtemps qui vous a parlé de ce beau artbook. Ça fait aussi partie des autres tâches que j'ai avec mon équipe, mais voilà, principalement c'est ça. Du coup, c'est principalement toi qu'on doit remercier pour les grosses licences que vous avez annoncées récemment, donc Kaguya-sama, Blue Lock. Ah, toi t'es fan de Blue Lock, il me semble. Ah oui, très fan. C'est ça. ouais, j'ai vu ça. Ouais, alors moi après je décide avec ma direction bien sûr, mais c'est moi qui chine à travers tous les catalogues que les éditeurs japonais peuvent proposer. Et bien sûr Blue Lock, en fait je suis assez content parce que c'est vraiment un cas qui satisfait un éditeur comme moi, parce que voilà, le dessinateur de Blue Lock c'est le dessinateur de Dolly Kill Kill, un seinen de survival qu'on avait lancé je crois en 2016 si mes souvenirs sont bons, qui avait déjà un style, je trouve, de taré, vraiment un super trait, super dynamique et hyper prometteur. Et il est revenu avec cette série-là qui mêle foot et battle royale, comme j'aime à décrire. Et évidemment, on l'a acquise dès le départ, cette série, c'est-à-dire, moi, je savais que dès les premiers chapitres, ça allait être de la bombe. Donc on l'a depuis le tome 1, en vrai. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un bon buzz autour, les gens en parlent en bien, les gens sur Internet, en fait, sont en train de s'en emparer. Et c'est hyper satisfaisant parce qu'au Japon aussi, la série commence à avoir de plus en plus de succès. Donc c'est positif pour son avenir. Et c'est le cas typique d'une série que tu mets de côté. Tu attends le bon moment pour la sortir. Et tu vois qu'au final, les bons retours qu'on peut avoir avant même sa sortie nous confortent. C'est pour ça qu'on l'a annoncé vraiment très en amont pour 2021 pour marquer l'événement. Surtout que vous le sortez au bon moment, j'ai envie de dire. Avec l'Euro, ouais. L'Euro 2021. On croise les doigts. On espère que il y aura pas de galère, mais ouais, là avec l'Euro évidemment on compte sur une mouvance, même si si vous connaissez un peu le titre, ça aurait pu parler de football comme d'un autre sport pour moi, parce que c'est vraiment autre chose, manga. Il ne peut en rester qu'un, quoi. Donc il y a vraiment ce côté hyper compétitif avec le trait de l'auteur, Nomura, qui est vraiment c'est vrai, vraiment excellent. Vous aimez bien la couleur bleue d'ailleurs chez Pika, parce qu'il y a aussi Blue Period qui arrive très bientôt en janvier, qui est un gros titre aussi quand même en ce début d'année 2021. Exactement. Ouais, ça va être une année bleue 2021 pour Pika, sans vraiment qu'on en ait conscience. Et là aussi, Blue Period, c'est vraiment un coup de cœur là aussi dès le départ. Ça parle d'art, ça parle de peinture et c'est pas chiant. Je veux dire, vraiment, il y a une comparaison avec Bakuman qui est légitime pour moi, c'est que c'est pas du tout rébarbatif, la lecture est très fluide et on est embarqué en fait dans cette thématique, qu'on soit amateur ou pas de peinture. Et là aussi, c'est un manga qu'on a acquis très tôt. Et au Japon, le succès critique là, est en train de se confirmer. Il y a des collaborations qui sont faites avec des marques pour des publicités vraiment, vraiment terribles. Il y a des prix, bien sûr, aussi qui tombent pour le titre. Et c'est vraiment, moi, en tant qu'éditeur, quand on acquiert un titre vraiment en amont de son succès, il n'y a rien de plus charmé parce que on est conforté dans l'intuition qu'on avait eue. Et on espère que ça va se concrétiser sur le marché français. Et Mehdi, on est certes très fan de Blue Lock, très, très fan de Blue Period, mais s'il y a bien un manga que vous sortez en 2021 et on a forcé dessus, on est très content de l'avoir, c'est Kaguya-sama. Donc là, on est refait jusqu'à... Eh ben, c'est cool. Là aussi, en fait, alors c'est nos choix avant tout.
qui dicte les acquisitions qu'on fait, mais évidemment, on tend l'oreille quand les communautés s'expriment et quand vous, des influenceurs comme vous, s'exprimez. Ça nous conforte dans des choix, parce que Kaguya-sama, c'est vraiment le titre typique qu'on a targeté depuis un moment. On sait très bien qu'il y avait une attente, que l'animé avait beaucoup aidé aussi sur la série, qui est déjà vraiment de qualité. Le manga est de qualité sans l'animé. Et en fait, on s'est dit, vas-y, c'est le bon moment, parce que là, il y avait vraiment une grosse attente, mais aussi parce que nous, on arrivait avec des quintessentielles quintuplettes, Gotobu no Hanayome, qui s'est terminé au Japon, et on se disait, voilà, nous, la love comedy chez Pika, c'est vrai que c'est quelque chose de très fort. Pika est plutôt bien positionné sur ce segment depuis de nombreuses années, depuis Lovina, en fait. Et avec les quintuplettes, on arrivait avec quelque chose d'assez frais, je trouve, dans la love comedy. Et on se disait, what's next après un titre comme ça? Qu'est-ce qui vraiment prendrait un peu à contre-pied les codes de la love-com et ferait un peu avancer le genre, en fait, plutôt que de proposer quelque chose d'assez convenu. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, vas-y, Kaguya, franchement, c'est le moment. Et content que Shueisha nous fasse confiance là-dessus. Donc rendez-vous en mars. On y sera, on sera là. Surtout, c'était impressionnant, surtout vu le nombre de tomes qu'il y a actuellement. Mais c'est un pari, exactement. C'est-à-dire que la série, quand je dis qu'on l'a targetée, c'est qu'on sait qu'elle est bien, on sait qu'il y a des vraies qualités, que ça pourrait plaire, qu'il y a quelque chose à faire pour la défendre, avoir un lancement original, etc. Mais après, tu prends en compte tout un tas de facteurs, tout comme le nombre de tomes, tu as raison de le dire, parce qu'il faut que les lecteurs soient au rendez-vous dès le premier tome, mais aussi qu'on arrive à les fidéliser pour la suite. Donc c'est là que va être tout le challenge qui nous attend. Mais vraiment, on est content que ce soit le catalogue Pika qui soit accueilli, ne serait-ce que parce qu'il soit choisi pour Kaguya, parce que voilà, on a quand même un bel historique je trouve, de love comedy qui se distingue. J'aime beaucoup aussi Romeo versus Juliette qu'on avait publié et qui a un peu moins rencontré son public qu'un Gotobu. Ouais, c'est dommage. Il y avait un anime qui était plutôt sympa en plus dessus. Là aussi, tout est question je dirais d'exposition, de timing peut-être. Avoir l'animé sur Amazon, c'est peut-être à l'heure actuelle, c'est mon sentiment, moins une bonne vitrine que Netflix. Mais il faut savoir que cette série-là, Romeo vs Juliette, c'est un des seuls cas où la série était dans le Besatsu Shonen Magazine, chez Kodansha, donc un magazine mensuel. Elle avait tellement de succès qu'elle est passée directement dans le Shonen Magazine, dans l'hebdomadaire, en fait, là où il y a Fairy Tail, Seven Deadly Sins et autres. Preuve que vraiment, les éditeurs y croyaient beaucoup. Mais qu'importe, on est quand même fiers de porter cette série. Et du coup, Kaguya-sama, c'était un peu le next step pour cette cohérence éditoriale. Ce qui est cool, c'est que la saison 3 est en cours de production. On sait qu'elle sortira bientôt, donc c'est même bon pour vous. Ainsi qu'un OVA, en plus. Ouais, un OVA. Donc ça va être plutôt cool. Il y a l'image sortie en librairie le 17 mars 2021. Double sortie en plus, donc c'est bien pour rentrer dans l'univers directement. C'est vraiment un gros hit en top 2019. Vraiment, c'est une des grosses séries en 2019. Ça continue de l'être en fait, donc il y aura de l'actualité, on s'inquiète pas. C'est ça qui va nous aider, je pense, pour fidéliser les lecteurs. Et en espérant qu'ils soient au rendez-vous. Kaguya-sama, on l'attend très très fort, comme tous les autres titres. On en reparlera très certainement quand ça sortira. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler d'une série cultissime aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'est l'Attaque des Titans. Dans un autre genre, dans un autre genre. D'ailleurs, c'était le moment de rappeler aussi au chat que, avec Pika, on organise un concours spécial Attaque des Titans. On vous fait gagner du coup le tome 1 de l'édition colossale, le tome 32 qui arrive ce mois-ci, là, bientôt, un porte-clés Shingeki, une serviette aussi, et un ex-libris. Donc voilà, j'ai envie de vous dire foncez. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à participer, c'est sur Twitter et sur Instagram. Les amis, du coup, je vous propose qu'on commence par parler un petit peu de Shingeki, de l'Attaque des Titans. Et moi, ma première question, ce serait comment ça s'est passé l'acquisition de la série à l'époque? Est-ce que t'étais déjà à Pika là-bas à l'époque ou ça fait combien de temps? Non. Alors en fait, moi, je suis chez Pika depuis 2015. Ok. Du coup, j'étais pas là à l'époque, mais par contre, je sais à peu près. Enfin, disons que la série a été acquise en 2010, donc assez tôt. La série, elle a démarré en 2009, si je fais pas erreur, au Japon. C'est ça. Septembre 2009. Voilà.
Et du coup, mon prédécesseur, voilà, c'était vraiment la série qui très vite a assez bien marché, a eu des très bons échos auprès des lecteurs au Japon. Mais c'est posé la question de la pertinence d'une telle série en fait en France. En fait, il n'y a jamais eu un avant Attaque des Titans, à mon sens. C'est-à-dire que le graphisme, le côté très glauque, parce que c'est dans un magazine shonen, mais comment le positionner sur le marché français. Le graphisme, j'ai déjà dit, mais bon, quand même, je crois que en fait, c'était vraiment un des soucis au moment de la publication. Et puis, en fait, en se plongeant dans l'œuvre, voilà, le scénario étant ce qu'il est, Pika a décidé de suivre, d'accompagner en fait le succès là qui montait au Japon. Et l'idée, c'était de pas le sortir n'importe comment, d'attendre en fait le bon moment, le bon timing, encore une fois. Et si la série elle a été acquise, elle a quand même été mise de côté jusqu'à l'annonce et la diffusion de l'anime en 2013. Donc c'est en ça que ça a été déterminant en fait. C'est que voilà, plus que jamais, déjà à l'époque, il fallait la bonne fenêtre de tir pour le titre. Et là, on parle d'un animé qui a vraiment... C'est pas toujours le cas des adaptations animées, je trouve. C'est un animé qui a remis en perspective ce qu'était l'œuvre des Titans. Elle lui a vraiment donné une autre dimension et l'a rendu, à mon sens, beaucoup plus accessible. Souvent, en fait, au Japon, les animés, c'est ni plus ni moins qu'un produit dérivé qui va permettre de booster les ventes du manga papier au Japon. Et là, limite, on a envie de dire, l'animé et le manga sont au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de réinterprétation de l'histoire dans l'animé, mais c'est aussi le traitement graphique qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus réussi. Ils ont vraiment mis les moyens dans cet animé-là. Et le lancement, voilà, a profité de cette vague-là. Même si l'Attaque des Titans, je pense que... Alors, après, je pense que c'est un peu le sujet qui divise, on en parlera peut-être plus tard. On passe outre le graphisme des premiers tomes, une fois qu'on est happé par le scénario et par les enjeux et par les énigmes et par la narration, enfin, tout ça pour moi, voilà, le graphisme n'est pas un frein à partir du moment où on est à fond dedans. Mais pour être sûr de réussir le lancement, il a fallu cette exposition que l'anime a offert, qui a été diffusée sur Wakanim, si je dis bien, c'est ça. Pas de bêtises, Ouais, c'est ça, ouais. en streaming. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé, mais aussi le succès critique, parce que le succès critique est venu assez vite au Japon aussi. C'est pas que les ventes, c'est-à-dire que c'est vraiment le succès commercial et critique, avec des prix remportés comme le Kono Mangaga Sugoi, qui est un petit peu le prix Graal là-bas. Enfin, ça a permis vraiment que les Titans aient une vraie déferlante là-bas. Et du coup, Pika s'est inscrit dans ce succès un peu annoncé, malgré les apparences, j'ai envie de dire. Donc, Ok. Et est-ce que, voilà, tu parlais du trait un peu spécial de Isayama au début de l'œuvre, qu'on entend souvent dans le public lambda, que c'est un peu un frein pour les shoujo manga qui veulent plutôt rester sur l'anime. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? En fait, moi, étant dans le métier, enfin, je sais pas, moi, je mange tellement de mangas en fait quotidiennement que, au contraire, ça m'intrigue. C'est quelque chose que je n'ai pas vu. Et moi, ça ne m'a jamais dérangé. Et lui, au début, Isayama, faut savoir que pour lui, c'était un avantage. Il a jamais douté que ce style lui permettrait de se dissocier de la production qu'il peut y avoir au Japon. Et son éditeur aussi, que nous on a eu la chance de rencontrer au Japon, y a cru tout de suite également. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est ce qui lui a permis de se distinguer, ce style-là, et ça a mis en avant le propos malaisant en fait qu'il voulait défendre. C'est quand il a commencé à avoir du succès qu'il a commencé à complexer en fait sur son style, mais lui dès le départ, voilà, c'était assez intentionnel et c'est toujours comme ça qu'il avait envisagé son style. Moi, voilà, je trouve que c'est, comme tu le dis, voilà, c'est peut-être le public lambda qui est un peu plus réfractaire. Mais la plupart des gens, de ces gens-là, ils ont découvert par l'animé et après ils ont fini par arriver au manga, ne serait-ce que pour avoir la suite de l'histoire qui se poursuivait au-delà de l'animé via le manga. Et là, je pense que tu occultes complètement le trait qui peut être soi-disant mauvais. Je ne trouve pas du tout qu'il est mauvais. Au final, j'ai même tendance à dire que
plus on avance et plus on s'y fait. Et ça, justement, le style d'Isayama, je pourrais pas m'en détacher. J'irais pas jusqu'à dire que je suis spécialement fan de son style, mais je verrais pas SNK, donc l'attaque des Titans, dessinée par un autre auteur. Ça donne vraiment une identité propre au manga. Et surtout une ambiance qu'on retrouve pas ailleurs en fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est clair. En plus, c'est un trait qui est vraiment hyper bien au service de son propos, quoi. Vraiment. Et puis en fait, ce qui est vraiment dérangeant, je trouve, ce qui pourrait être dérangeant, c'est peut-être le chara-design des humains, et puis certains problèmes peut-être de proportion et de voilà. Mais les Titans en eux-mêmes, enfin, ce design-là, il est juste magnifique, enfin, je veux dire, pour procurer tout le malaise et tout le côté effroyable. Ouais, l'angoisse qu'on ressent. Ah ouais, mais en fait, il pouvait pas faire mieux. C'est en ça, en fait, voilà, qu'il s'est distingué. Et après, moi, ce que j'aime particulièrement, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, c'est le réalisme, en fait, des phases d'action. C'est-à-dire, surtout quand les Titans combattent entre eux, là, contrairement à cet univers fantastique, morbide, horrible, qui n'existe pas, les phases d'action, les combats sont extrêmement réalistes. Faut savoir qu'Isayama en fait est fan de combat libre, fan de free fight, d'UFC et autres, et qui s'inspire de combattants existants et de vraies phases de free fight pour décrire ses combats. Et je trouve ça sympa, le paradoxe entre univers complètement imaginé, horrifique et fantastique, avec le côté vraiment, il laisse rien au hasard quand il s'agit des phases d'action et des réalismes des coups, des réalismes des chutes, des réalismes des prises. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, franchement, dès le premier tome, en vrai, moi, j'ai directement accroché. Après, c'est vrai que je peux comprendre, encore une fois, que le grand public soit assez réfractaire. Mais dès le tome 1, tu sens toute la viscéralité du titan, tout le côté vicieux, même certains titans, de ce qui se passe, etc. C'est très, très représentatif. Et encore une fois, comme Otaku l'a dit, c'est un manga que je ne verrai pas dessiné par un autre auteur. Et d'ailleurs, on va parler des spin-offs peut-être plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que... Et oui, c'est vrai que dans le chat, je vois qu'il s'inspire de vrais combattants. Surtout, il y a ça. Mais surtout, faut quand même le noter, le plus gros truc, c'est que le style d'Isayama a énormément évolué depuis le début. Et c'est impressionnant le style qu'il a. Je veux dire, personnellement, moi aussi, j'ai découvert l'anime puis après le manga. Et je dirais que c'est à partir de la saison 3 où, sur pas mal de choses, même si l'anime restait toujours très bon, le style d'Isayama était meilleur. Je préférais le style d'Isayama plutôt que le style de l'anime. Sur notamment certains plans où il mettait vraiment beaucoup plus de soin. Et franchement, si vous êtes arrêté au tout début du manga parce que ça vous rebutait son style, aujourd'hui, je vous le conseille énormément. Il est incroyable. Et en plus de ça, plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de lecture aussi. Et c'est ça qui est encore plus ouf, je trouve. Parce que bien sûr, le plus important, on parle beaucoup du dessin depuis tout à l'heure, mais s'il y a bien une qualité et à mettre en avant pour Shadowing, c'est clairement la narration, l'écriture des personnages, l'écriture de l'histoire, les plot twists, en veux-tu en voilà. C'est une série juste incroyable à ce niveau-là. En termes d'écriture, c'est juste un exemple. Et un exemple et quelque chose qui a fait l'unanimité vraiment dans le monde. Et juste ça, ça force le respect. Et ouais, limite... Après, c'est toujours un peu délicat. Je me dis toujours qu'il y a peut-être des gens qui n'y ont pas encore goûté. C'est un peu dur de parler du scénario sans spoiler, mais c'est du rebondissement garanti. C'est un univers tellement énigmatique. C'est un peu l'humanité confinée avant l'heure. Ça, faut le dire. Là, l'humanité sous cloche avec une menace dont on ne sait rien. Ou alors peu de choses. Il y a vraiment une construction qui est très, très réussie. Et la psychologie des personnages également... on est dans quelque chose de très dark, les motivations, il n'y a pas de violence non plus gratuite à mon sens parce qu'elles sont toujours au service des émotions que vont ressentir les héros en fait. Ça va être vraiment leur moteur, leur énergie pour se venger de ces titans-là. Et il y a toujours un propos, il y a toujours quelque chose de psychologique et de fin derrière toutes ces scènes assez angoissantes qu'Isayama dépeint. Donc vraiment, il faut y aller les yeux fermés sur cette série. Et aussi, moi je trouve, en termes d'inspiration, c'est pas genre, par exemple, il y a beaucoup de mangas qui sont ancrés dans un monde, c'est très japonais, c'est très, tu sens que c'est japonais, tu vois. Shingeki, pour moi, tu peux me dire que c'est pas fait par un japonais que je te crois. Il y a tellement d'inspirations différentes, tellement de choses différentes qui sont pas propres forcément au Japon. Il y a une vraie culture d'ailleurs.
C'est clair. Bah, c'est ça. Ouais, je sais pas, Kaizoku, t'allais dire un truc? Non, je disais qu'il y a vraiment une vraie culture derrière, rien que justement l'inspiration allemande. Ouais. Enfin, l'aspect, enfin, le décor, rien que les vêtements. Enfin, ça rappelle vachement un peu, pas vraiment le Moyen Âge allemand, quoi. Enfin, c'est. Mais c'est ça. Le steampunk créneau aussi. Exactement, et c'est peut-être finalement ce qui a aidé au succès mondial, parce que c'est vraiment un succès worldwide, hein, les Titans. Et bah, le fait que voilà, il y a cette ambiance vraiment occidentale, on a vraiment l'impression, bah, ne serait-ce que par le patronyme aussi des personnages, on peut vraiment penser qu'on est dans un univers très germanique. Et ça, du coup, c'est des codes qu'ont pu s'approprier plus facilement les lecteurs voilà, en France. En Espagne, en Italie, aux States, et ça a beaucoup aidé, forcément. Je pense vraiment que le fait qu'on ne soit pas dans un univers vraiment pensé par les Japonais pour les Japonais, ça a forcément aidé pour le succès. C'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire aussi autre chose, c'est l'évolution de la série au fil du temps. On sait que c'est une des séries, comme tu l'as dit, qui a un succès mondial. C'est clairement un des mangas les plus vendus de l'histoire aujourd'hui. C'est en à peine 10 ans, c'est ça, hein, ça a 10 ans le manga, je crois. Bah, je te dis, il a commencé, c'était 2009. Hein. 2009, ouais, donc 11 ans. Ouais, 11 ans. Ouais. C'est quoi là, ça? Ouais. J'y étais en librairie pour le tome 1, incroyable. Ok. Et en fait, du coup, en France, comment tu as ressenti l'évolution de l'œuvre, surtout en France, parce que certes, dans le monde, on le sait, au Japon, c'est juste insane. Mais en France, comment tu as ressenti? Est-ce que c'était vraiment à partir de l'animé que tu t'as senti une hype autour ou Alors, je dirais que les lecteurs avertis ont vu le truc venir avec, comme je disais, le succès critique qui est, voilà, il était vraiment nommé dans tous les sélections de prix majeurs au Japon. Donc, on a vu la chose arriver et au Japon, ça a été une déferlante. Et ça, c'est quand même grâce au manga. Après, voilà, l'animé a vraiment fait franchir un autre step au manga. Et particulièrement en France, je pense que ça a beaucoup aidé. Voilà comment je vois la chose, c'est que l'exposition, elle a aidé forcément. En plus, je crois que Wakanim proposait, je sais pas si ça fait toujours partie de leurs offres, mais tu peux regarder gratuitement en fait plusieurs épisodes. Et ça, je pense que les gens ont vraiment accroché. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que à partir du moment où la saison 1 de l'animé, qui a été un choc, s'est arrêtée, comme je disais tout à l'heure, si tu voulais voir la suite, lire la suite de l'histoire, c'était par le manga. Donc les gens se sont rabattus. Ceux qui n'avaient pas commencé par le manga comme toi, Dorian, se sont rabattus sur le manga papier pour avoir la suite de l'histoire. Et ça nous a beaucoup aidé. La saison 2 se faisait attendre, le buzz montait. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein, d'une saison à une autre. Il y a le buzz qui monte. Tout le monde attend la prochaine saison de l'animé en se frottant les mains. Et en attendant, les gens peuvent se procurer le manga et, je dirais, découvrir l'histoire en amont. Donc ça a été vraiment un facteur important. Après, comme dans toutes les vies de série, je dirais qu'il y a des arcs narratifs, des arcs de l'histoire qui plaisent moins que d'autres, et que du coup on observe des petits creux, mais les gens en fait sont quand même au rendez-vous et sont fidèles à la série. Ouais, là, et encore, quand il y a des petits creux, on se rend compte plus tard que en fait c'était nécessaire pour développer autre chose, et on se prend une autre claque d'une autre façon, on va dire. Donc, il retombe toujours sur ses pattes, mais du coup ça c'est vrai qu'il faut le dire pour ceux qui auraient éventuellement lâché. Je pense qu'en fait, ils finissent par entendre dire voilà, ce que tu dis, c'est que en fait, tout ça était au service d'un autre levier scénaristique, et qu'après ils y reviennent. Vraiment, c'est une série qui a une vie très. Ça se passe très très bien. On est très content. Je dirais qu'aussi, ça fait partie des séries pendant le confinement qui ont été beaucoup découvertes par beaucoup de lecteurs. On a pu l'observer ça sur nos chiffres de vente. Donc non, voilà, c'est une série qui compte. Là, on est à 3 tomes par an. Donc il y a un rythme, voilà, c'est assez étiré, mais les gens sont quand même au rendez-vous. Surtout que l'anime, ce qui est intéressant, c'est que c'est une porte d'entrée à plein de gens qui ne sont pas fans de manga et d'anime à la base. Le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit j'aime pas les mangas et animes ou ça m'intéresse pas, mais par contre Shingeki no Kyojin, j'adore. L'Attaque des Titans, c'est vraiment un truc que j'adore, et qui même parfois du coup ont commencé le manga par la suite.
Il y a une chose qui va dans ton sens, c'est Yasuko Hippo qui le dit sur le chat. Franchement, je connais personne qui a vu l'épisode 1 et qui s'est dit j'ai pas envie de regarder la suite. Et ça, en fait, je trouve que l'Attaque des Titans, dès l'épisode 1 et le chapitre 1, il y a tout le contexte de l'histoire qui est posé. Tu te poses des questions de ouf, putain, c'est quoi ces titans? En fait, ça te génère une hype dès le premier chapitre et c'est très fort en fait de timider. Enfin, c'est très immersif d'entrée de jeu en fait. C'est ça qui est très fort. Et le choc du héros, voilà, par rapport à ce qu'il subit, dès le premier chapitre, très tôt. Et du coup, comment il va vivre tout ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Si peut-être Guts dans Berserk, mais un tel choc émotionnel, psychologique, violent, c'est vrai que c'est très réussi, comme tu le dis. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui en fait ne lisent que ça, mais pas comme pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le style graphique étant tellement atypique, finalement c'est assez loin des codes du manga, puisqu'il y a des gens en fait qui n'arrivent pas à se mettre au manga parce qu'ils ne comprennent pas les grosses gouttes de sueur, les personnages qui sont pas les mêmes d'une case à une autre, parce que pour ponctuer un moment d'humour, le perso il est en SD, donc ça ils comprennent pas. Les Titans offrent quand même à ce niveau-là peu de codes qui pourraient repousser le lecteur un peu moins habitué au manga. Ouais, et c'est vrai que, comme on l'a dit, j'ai beaucoup, moi, par exemple, d'amis qui lisent pas forcément de manga, qui regardent pas d'animé, mais qui sont très fans de Shingeki no Kyojin. Toi, l'Attaque des Titans, le manga, est-ce que tu sais à peu près la grille de personnes qui achètent les tomes, après l'âge, leur âge, leur sexe, est-ce que ça marche bien chez les filles? Est-ce que c'est plus chez les garçons uniquement? Est-ce que c'est plus les jeunes, les vieux? Honnêtement, c'est assez dur à dire. Je sais plus à partir de quel âge on le recommande, mais je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui le lisent et qui lisent même l'édition colossale. Ça, j'ai pu le voir à Japan Expo notamment. On a tendance à se dire, pour les gens qui savent pas, l'édition colossale, c'est l'Attaque des Titans, mais dans un plus grand format, en combinant en fait, on combine 3 tomes par 2 tomes par 3 tomes, c'est bien ça, par édition colossale. Et en fait, l'idée, c'est de cette édition colossale, c'est de la rendre plus séduisante en fait pour des lecteurs qui ne lisent pas forcément de manga. Et en fait, même les lecteurs de manga et les plus jeunes aimaient cette version-là pour, je sais pas, encore plus kiffer les scènes de violence sur plus grande planche, je ne sais pas. Mais en tout cas, de par son scénario hyper bien construit, hyper bien ficelé, il y a quand même une mixité en fait. C'est pas que les garçons qui se précipitent dessus. Et avec des initiatives comme celle que je vous ai décrites, en proposant le bouquin sur un format différent, on va toucher aussi les lecteurs de BD. Les lecteurs de BD, c'est plutôt c'est des lecteurs plus âgés. On est sur 2 fronts en fait avec cette série, et c'est ça qui fait que c'est lu par autant de personnes. Je ne saurais pas te donner vraiment une fourchette d'âge précise, mais aussi bien par les jeunes que par les lecteurs de BD plus âgés. Ça fait un pouvoir d'achat plus important. Il y a vraiment un côté très... c'est décrié pour certains aspects qu'on a soulignés, mais au final, les gens en entendent tellement parler qu'ils finissent par s'y mettre. Et ça a été le cas là, pendant le confinement récent. Je pense que des gens ont fini par y goûter. Ouais. Moi, l'Attaque des Titans, plutôt, c'est un manga ou même un animé que j'aime bien décrire comme étant un manga de gros robots, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, tu vois, dans son concept, c'est clairement inspiré de tout ce qui est Gundam, Evangelion, tout ça. Sauf que beaucoup de gens disent ne pas accrocher à ce genre d'histoire, tu vois. Et bizarrement, avec Shingeki, ça passe mieux, parce qu'on te met une petite pilule, c'est des titans, c'est dans un monde un peu moyenâgeux, etc. Alors qu'en fait, ça existe de ce genre d'histoire, même si c'est hyper original sur plein de trucs. Je vais pas enlever le succès et tout ce que Isayama a fait dans ce manga, mais c'est très inspiré quand même des histoires de gros robots, comme j'aime bien le dire. Et c'est marrant de constater que finalement, ça passe tout de suite mieux dès qu'on met un skin titan, quoi. Ouais. C'est marrant, moi. Alors déjà, je pense que je la vendrais pas du tout comme ça, la série, s'il fallait tout refaire là et présenter le tome 1 pour... Ah non, mais toi, c'est clair que non. Le genre méca étant tellement peu apprécié par les Français. Et limite, après, j'ai l'impression que ça... On spoil un petit peu. Mais en gros, moi, je pense plus au kaiju, par contre. Tu vois, je pense plutôt à ces monstres en fait gigantesques qui sont aussi très très célèbres
au Japon, pas forcément chez nous, quoique bon, il y a eu le Pacific Rim de Guillermo del Toro et bon, d'autres Godzilla plus ou moins bien. On en parlait juste avant que tu arrives. Au cinéma, c'est parfait. Écoutez, je suis raccord sans savoir. Et le délire, c'est que, effectivement, comme tu dis, le skin titan, le côté chair à vif, là, de ce titan colossal de 60 mètres, des humains à Walp en train de se taper, enfin, tout ça fait que, effectivement, ouais, c'est peut-être pas une pilule, mais en tout cas, il y a cette inspiration. Je sais pas si elle est voulue ou pas par l'auteur, mais c'est ce qui l'inspire. Mais à côté de ça, pour moi, on retient tellement plus le côté parfois grotesque, en fait, de ces monstres-là, mais qui restent quand même des prédateurs pour les humains. C'est-à-dire que on n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement, on connaît rien de leurs origines, mais même leur fonctionnement, leur mouvement, rien n'est possible à anticiper. Ça en fait un prédateur, mais effroyable, en fait, pour l'être humain. Moi, les planches vraiment que j'adore, c'est vraiment quand j'arrive à lire l'effroi devant ces humains qui se disent « mais là, je peux rien faire, je vais mourir, quoi ». Il y a ce côté... très bien l'émotion, en plus. En fait, voilà, c'est-à-dire que voilà, cette émotion-là, ce qu'on insuffle au lecteur, je trouve, à ce moment-là, je l'ai lu dans rarement de mangas. Et du coup, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, il y a quand même de l'inspiration là-dedans. Très méca, ouais. Très méca. D'ailleurs, au passage... Et Kaiju, ouais. Au passage, je suis parenthèse, si vous pouvez réimprimer les tomes de Gundam The Origin, voilà, je glisse ça aussi après. T'en fais ce que tu veux. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est vrai que Shingeki, c'est une série qui fait l'unanimité, j'ai l'impression, même auprès des fans de manga, des gens qui sont pas forcément fans de manga. Il y a autant de filles que de garçons pour moi qui kiffent l'œuvre, et même de tout âge, parce que il y a plein de gosses, d'adolescents. Moi, j'ai vu des gosses aussi. Ouais. Alors, pourtant, c'est vrai que c'est. Est-ce que c'est une série que tu recommanderais, toi, aux enfants ou pas? Ah non, c'est. Ce que j'ai vu à Japan Expo, il y avait papa, maman à côté. Bon, voilà. J'étais pas le vendeur, mais j'ai vu la scène et en fait, t'as envie de souffler, mais là, vous savez ce que vous achetez? Donc là, non, tu fais du conseil et tu essaies d'orienter vers quelque chose de plus accessible. Mais il se trouve que, voilà, les jeunes n'ont pas attendu l'attaque des Titans pour s'intéresser à des choses qui ne sont pas à leur âge, tu vois. C'est clair. C'est d'ailleurs parce que des fois c'est interdit que ça suscite encore plus la curiosité chez eux. Mais oui, en tout cas, non, je recommanderais surtout pas ça. On a plein d'autres love comedy sympas pour commencer par le manga avant ça. Ouais, ok. Est-ce que tu penses, pas forcément parler d'âge, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne série à recommander pour commencer vraiment rentrer dans l'univers du manga en général? Est-ce que c'est ce genre de série qui peuvent être une bonne porte d'entrée pour toi? Alors là, par rapport à peut-être quelqu'un qui lit pas ou peu de manga. Ouais. Complètement. En général, voilà, je propose ça ou Billy Bat de Urasawa. Ah là là, excellent, Billy Bat. Je trouve que c'est des seinen qui font que, voilà, ça s'appelle manga, mais en fait, peu importe. Il y a une petite gymnastique à avoir très rapidement par rapport au sens de lecture. Mais après, oui, c'est une porte d'entrée qui est juste géniale, et d'autant plus que je trouve qu'il y a eu beaucoup de titres après l'attaque des Titans qui sont allés dans cette veine-là d'un scénario extrêmement soigné, avec des rebondissements, vraiment, voilà, des twists assez infernaux, avec un style graphique qui est pas forcément formaté. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de séries un peu héritières comme ça de l'attaque des Titans, donc c'est une porte d'entrée, je trouve, formidable pour ce genre de série après, quoi. Limite, la seule raison qui ferait que des fois j'hésite limite à le recommander comme porte d'entrée justement à l'univers des mangas animés à certains qui n'en consomment pas, c'est que c'est une série c'est une œuvre tellement incroyable que j'ai peur que derrière ces personnes ne retrouvent pas le même feeling chez d'autres, en fait. Tu sais quoi, je suis content que tu le dises parce que j'ai failli le dire, mais ça faisait un peu mec qui se raconte dans le catalogue. Ah non, fait mieux en seinen et adieu les autres séries. C'est pas ça, mais c'est vrai qu'un tel choc, pour le retrouver, je veux pas que les gens se disent après, ah ouais, c'est ça le manga. Non, en fait, c'est une porte d'entrée, mais qui met la barre quand même assez haute. Oui. Mais après, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'autres titres que tu peux recommander quand même dans cette veine-là, sachant que bon, tu commences très fort. Mais ouais, c'est la force de cette série. Ouais, je pense qu'elle est tout à fait recommandable. En fait, souvent, je demande aux gens, voilà, qu'est-ce qu'ils lisent comme roman, qu'est-ce qu'ils lisent comme BD, qu'est-ce qu'ils regardent comme série télé. Et à partir de là, tu peux recommander un manga qui se rapproche plus ou moins exactement de ses goûts, des arcs scénaristiques, de l'atmosphère en fait de toutes ces œuvres. Et souvent les Titans, ça rentre en ligne de compte. Ouais, ok. Est-ce que tu penses, pas forcément parler d'âge, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne série à recommander pour commencer vraiment le, rentrer dans l'univers du manga en général? Est-ce que c'est ce genre de série qui peuvent être une bonne porte d'entrée pour toi? Et souvent les Titans, ça rentre en ligne de compte.
Ouais. Il y a aussi un autre truc qui m'intrigue, c'est que c'est quelque chose que vous faites pour la série de l'Attaque des Titans, que vous faites pas forcément pour toutes les séries, et même en général, forcément, les autres éditeurs ne font pas forcément. C'est de faire de très nombreux tomes collector. Avec des jaquettes réversibles, différentes, ou des petits goodies en plus avec dedans. Comment c'est déjà le cas au Japon, ou est-ce que c'est un truc exclusif à la France? Pourquoi avoir fait ça? Voilà, tout simplement, si je peux nous expliquer un petit peu. Ouais, bien sûr. Alors déjà, c'est un traitement qu'on réserve à nos séries best-sellers en général. C'est pour animer le catalogue, avoir en fait marqué un peu l'événement de ces nouveaux tomes. Donc on fait ça principalement, on l'a fait un peu pour Seven Deadly Sins, pour Fairy Tail, beaucoup l'Atelier des Sorciers. Et là, petite parenthèse, en fait, pour le cas de l'Atelier des Sorciers, à chaque nouveau tome au Japon, il y a une édition collector. Et en général, elle balise vraiment notre propre édition parce qu'on propose en général le même produit, on l'adapte de temps en temps, c'est rare. Sinon, on propose vraiment les mêmes choses. Donc ça va du jeu de cartes en passant par les carnets de croquis de l'auteur. Voilà, on adapte peut-être un petit peu la forme. Je pense qu'on améliore même des fois la qualité parce que des fois, ce que propose le Japon, c'est quelque chose de souple. Nous, on va proposer des couvertures en dur. On va en fait plus aller vers les goûts de nos lecteurs. Ça, c'est pour l'Atelier des Sorciers. Et je pense qu'on fait bien de faire ça parce que un des seuls, pour moi, points négatifs de cette série, c'est qu'elle a que 2 tomes par an. Ouais. L'auteur prend vraiment son temps, mais après, si c'est pour livrer les planches qu'elle livre, il n'y a pas de problème. Elle peut prendre son temps et soigner son scénario et peaufiner. Mais du coup, à chaque nouveau tome, pour, en quelque sorte, rappeler au lecteur que... Voilà, c'est un peu, chaque tome doit être une fête. Et du coup, on propose le même goodies qui est proposé au Japon qu'en France. Et pour le cas des Titans, comme je disais, voilà, il y a 3 tomes par an. On est à ça. Là aussi, on se doit de marquer l'événement. Et là, par contre, c'est très pauvre ce qui peut être proposé au Japon. Il y a déjà eu un jeu de cartes que nous, on avait fait pour un des tomes. Sinon, c'est nous qui proposons. C'est nous qui sommes force de proposition, en fait, aux yeux des Japonais. Et que ce soit les sous-verts qu'on a pu proposer ou des badges. On a également fait un calendrier de bureau ou même on avait fait un patch thermocollant aussi avec le blason de comment dire là, le truc d'exploration, la brigade d'exploration, le bataillon, voilà, c'est le mot qui me manquait. Et en fait, c'est nous qui sommes force de proposition parce qu'il y a peu de matériel couleur exploitable que fait Isayama au Japon qui donne lieu à ce genre de goodies. Il y a des fois des badges qui sont proposés où souvent ça a été des DVD, en fait, il y avait des OAD qui étaient proposés avec le manga, et ça, nous, par contre, on n'a pas les droits, on ne peut pas le proposer. Ah. Donc, en fait, nous, on veut vraiment marquer le coup, et environ 1 tome sur 2 pour l'Attaque des Titans, je dirais. On propose quelque chose en plus pour le public français. C'est intéressant aussi d'avoir une jaquette collector pour proposer plus de visuel, en fait, quelque chose de vraiment différenciant par rapport au Japon. Mais en général, ça plaît beaucoup. Et voilà, ça nous permet d'entretenir vraiment la flamme, même si, comme on le disait, le scénario suffit. Voilà, c'est quand même important en librairie de marquer le coup. C'est très très bien, franchement, c'est très cool pour les fans. Je pense que c'est souvent des trucs de qualité, des produits, des goodies de qualité, et les couvertures réversibles aussi, c'est quelque chose, je pense, que les gens apprécient. Je sais plus si elles sont réversibles ou si c'est des jaquettes exclusives, juste exclusives. Elles sont réversibles. Elles sont réversibles parce que on pense toujours au lecteur, en fait, qui dans sa collection veut quelque chose de cohérent. Il a le choix, juste. Et ouais, non, c'est vrai que c'est une satisfaction, en fait, de proposer ce genre de produit parce que, en fait, les éditeurs au Japon sont toujours impressionnés qu'on arrive à trouver des choses. En fait, on arrive à utiliser des designs de l'intérieur du manga ou même exploiter des visuels couleurs d'une certaine façon. De façon à proposer quelque chose d'inédit. Je pense au calendrier de bureau qu'on a pu proposer là dernièrement. Voilà, il y a vraiment de la matière, et même pour les agendas, tu vois. On propose des agendas scolaires des Titans qui fonctionnent très bien. Ça a beaucoup plu, et ouais, c'est quelque chose qu'on aime, en fait, développer l'univers. Voilà, c'est une façon de développer plus l'univers en France qu'ailleurs.
Je suis d'accord. Dorian, Occultes, Kai, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'en poser. Hein. Moi, j'en pose depuis tout à l'heure. Celle que j'aurais été plus intéressé, c'est donc, tu as dit tout à l'heure que les éditions colossales, apparemment, ça marchait plutôt bien. Ouais, donc content. Ça, de ce côté-là, ma question est répondue. Mais je voulais savoir concernant les spin-offs. Parce que de souvenir, il y a Before the Fall. Je sais pas si vous éditez le petit, petit spin-off High School. Je sais plus comment ça s'appelle. Si, nous on a traduit Junior High School. Oui, voilà. Merci. C'était le petit spin-off parodique, on va dire. Ouais. On l'a édité. Ouais. Et du coup, j'aurais voulu savoir, par exemple, sur ces différentes séries, est-ce que ça marche ou est-ce que ça a du tout rien à voir avec le succès de SNK? Alors, celui qui a le plus fonctionné, c'est le spin-off en 2 tomes, Birth of Levi. De Levi, ouais. Oui. Voilà, les origines de Levi. C'est populaire. Voilà, ça tout dit, Occultes, en fait, c'est le personnage le plus charismatique, le plus énigmatique, le plus insaisissable et que les lecteurs préfèrent. Et donc lui... Et les lectrices. Surtout. Tu fais bien de le dire en plus parce que c'est une mangaka qui a signé ce spin-off vraiment très réussi. Oui, il est très bon en plus. Ouais, vraiment bon pour le coup, il apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Et puis d'ailleurs, son trait est tellement classe qu'ils en ont même proposé une édition couleur que nous on a proposé ensuite aussi, on l'a réédité en version couleur. Et ce titre-là, lui, il a vraiment très bien marché. Mais attention, aucun des spin-offs dont je vais parler n'est à la hauteur de la série principale. Oui, c'est sûr. Je pense que les gens pensent que ce sont des additifs à l'univers, ça l'enrichit, mais on peut tout à fait suivre l'histoire principale sans forcément avoir cet apport-là. Quoique Before the Fall quand même est assez important puisqu'il revient sur des événements qui sont évoqués dans la trame principale. Là, on a vraiment toute l'histoire d'avant les événements des Titans, série principale. Donc Before the Fall, puisque j'en parle, on est content des ventes. C'est une série qui s'est terminée là il y a peu. Mais voilà, c'est pas forcément un carton comme les Titans. Oui. On a aussi proposé le roman, parce qu'en fait c'est un manga qui est adapté d'un roman à la base, qui s'appelle aussi Before the Fall, qu'on a édité chez Pika Roman. Exact. Et les autres spin-offs, il y a Lost Girl en fait. Ouais. Voilà, qui est centré sur 2 personnages féminins charismatiques des Titans. Et je crois que j'ai fait le tour avec Junior High School. Mais en tout cas, voilà, nous c'est important d'être logique et de proposer ces additifs à l'univers. Ouais. Mais au niveau des ventes qu'on a pu connaître là-dessus, c'est pas ça n'a pas forcément pédé le score, mais ça nous semble important d'avoir toute la constellation pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans l'univers et avoir toutes les clés. Et comme on a parlé des fois, David Occultes a des fois abordé le sujet sur le fait que pour certains, ça pourrait faire trop. Est-ce que vous avez déjà eu cette peur justement avec toutes ces séries que vous vous dites peut-être que ça va faire trop de séries annexes, trop de dérivés? Est-ce que vous avez déjà eu cette peur ou vous avez été totalement confiant là-dessus? On se pose forcément la question. Quand on propose ce genre de spin-off, parce que c'est pas le spin-off de trop et tout, mais les séries dont je te parle sont toujours très courtes. Levi, c'est 2 tomes, Lost Girl, c'est 2 tomes. On n'a pas l'impression de gaver les gens avec les spin-offs. Tout comme au Japon, ils font pas non plus le spin-off de trop, je trouve. Tout ce qui est parodique, c'est peut-être plus propre aux Japonais, j'avoue. Parce qu'il y a pas mal, il y a aussi de l'humour dans les Titans, on n'a pas trop parlé, mais des fois il y a un côté un peu gaguesque, c'est pas du tout prédominant dans la série, mais ça, les Japonais s'en sont servis pour faire Junior High School notamment. Et ça, évidemment, c'est peut-être plus propre aux Japonais. Mais voilà, Before the Fall, lui, me semblait vraiment indispensable. Et là aussi, on parle d'une 15aine de tomes, donc je pense que non, chacun des spin-offs a sa place. Et puis je dirais même, avant de penser au lecteur qui va dire « Oh, vas-y, c'est trop », moi, je pense aussi à l'autre partie des lecteurs qui veulent en savoir plus, en fait. Ou attendre 3 tomes dans l'année, c'est peut-être un peu trop long. En attendant, on peut peut-être se rabattre sur autre chose. Voilà, il y a des choses qu'on propose. Et d'ailleurs, j'avais une question un peu en rapport avec ça, c'est que on sait qu'au Japon, l'attaque des Titans, ça vend 2 fois moins que à son apogée, je crois que c'était 2015, où il a failli battre One Piece sur une année de vente.
Et justement, Ouais. est-ce qu'en France, les lecteurs sont plutôt fidèles sur le long terme ou une partie du lectorat finit par décrocher aussi ces dernières années? Ouais. Franchement, on n'observe pas du tout le même décrochage. C'est même plutôt, voilà, là, on recrute énormément de nouveaux lecteurs. Encore une fois, la période de confinement là, a été assez déterminante là récemment. Non, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des retours en fait sur peut-être des arcs de l'histoire qui étaient moins plaisants, peut-être un peu trop de stratégie militaire et une part un peu plus tournée au côté historique de la série et un peu moins d'action, mais pourtant on observe la fidélité des lecteurs d'un tome à un autre. Et là aussi, c'est en ça que nous, voilà, quand on propose des collecteurs, c'est aussi un petit peu pour battre le rappel et dire, voilà, là il y a un nouveau tome, et un petit peu motiver les gens à s'y remettre. Mais même sans ça, en fait, les gens sont assez fidèles. Ah, c'est quand même intéressant de le noter parce qu'on sait qu'il y a des séries en France qui cartonnent très bien sur les 5-6 premiers tomes, et finalement, sur le long terme, il y a beaucoup de lecteurs qui finissent par décrocher. Et, donc, c'est quand même très très fort, je trouve, de fidéliser autant les lecteurs sur le long terme. Ben, j'aimerais dire ça pour d'autres séries qu'on peut avoir au catalogue. C'est vrai qu'il y a un décrochage qui est naturel de toute façon entre les premiers tomes et la suite des tomes. Mais là, vraiment, sur les Titans, il y a quelque chose de très stable en fait, dans le niveau de vente. Et parfait, quoi. Je veux dire, je trouve que la série vraiment le mérite. Et c'est d'autant plus plaisant que les gens, même s'il y a peu de tomes finalement dans l'année, les gens ne décrochent pas pour autant et sont au rendez-vous. Et est-ce que, quand une nouvelle saison de l'Attaque des Titans sort, est-ce que vous sentez qu'il y a un reboost un peu des ventes? Est-ce que vous sentez qu'il y a une hype un peu qui revient autour du manga aussi Ouais, alors il y a les premiers tomes. En fait, le truc qui est vraiment facile comme un bon repère, en fait, c'est de voir dans les tops des ventes que tes premiers tomes sont toujours dans les tops des ventes. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est toujours en train de recruter. Et souvent, pour les Titans, on peut voir ce genre de tomes revenir dans les tops, les premiers tomes, parce que les gens ont envie de s'y mettre. Et ça, souvent, c'est assez connexe avec une actualité autour de l'anime. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose d'intimement lié. Et je trouve que sur les Titans, voilà, c'est encore plus fort que dans d'autres mangas adaptés, quoi. Vraiment, l'anime a une place prépondérante dans la licence. D'ailleurs, même l'auteur disait lui-même que c'est l'animé, des fois, l'influence dans son propre travail d'écriture. La voix d'un doubleur sur un personnage va lui donner d'autres idées pour les développements scénaristiques qu'il envisage. Donc, avec Yuki Kaji sur Eren notamment, qui a aidé à développer sa personnalité. Et ben voilà, donc ça en dit long, je trouve, sur la portée qu'a cet animé. Donc ouais, forcément, on est très proche on est très attentif sur l'actualité de l'animé et la portée qu'elle peut avoir sur le manga. D'ailleurs, ouais, vas-y Elias. C'est vrai que l'Attaque des Titans a quand même droit à un animé de qualité. Ça, c'est aussi une chance que d'autres mangas n'ont pas, qui est aussi diffusé maintenant sur Netflix aussi en France. Donc, ça aussi, ça à mon avis bien encore plus popularisé. Déjà qu'il l'était déjà énormément avant, mais Netflix a encore sûrement très bien reboosté les choses. Il y a aussi la saison finale qui arrive bientôt. Donc, est-ce que la saison 4, vous la voyez arriver comment vous chez Pika? Est-ce que c'est donc c'est décembre, hein, si je ne m'abuse. C'est en décembre. C'est ça. Ouais. Et écoute, comme je te le disais, on est assez attentif là-dessus et ça va coïncider avec une opération pour la première fois. Enfin, on a eu d'autres opérations un peu de ce genre-là, mais là, en tout cas, on va proposer à nos lecteurs à partir de fin décembre 2020 d'avoir 2 tomes pour le prix d'un. Un tome acheté égale un tome offert. C'est cool. Un pack découverte. Un pack découverte, exactement, qui va en fait achever, j'espère, de motiver les gens qui ont toujours pas commencé, franchi le pas. Et voilà, quel meilleur moment que l'apothéose de la série en animé pour arriver en disant n'oubliez pas le manga parce que tout part de là. Et justement, j'allais poser une question en rapport avec l'animé, c'est que est-ce que tu appréhendes le changement de studio, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de débat. Ouais. Est-ce que tu as pas peur que l'animation en pâtisse un petit peu ou... Alors je sais que c'est un débat. Enfin, il y a eu beaucoup
remonter là-dessus, d'inquiétude. Moi, je pense que le nouveau studio en question sait à quoi il va s'attaquer. En fait, je pense qu'ils se mettront suffisamment la pression pour être à la hauteur. Après, bon, c'est vrai qu'on aurait préféré ne pas changer une équipe qui gagne, clairement. Oui, c'est clair. Mais bon, moi, je demande à voir. Voilà, je m'inquiète pas outre mesure. Je pense que voilà, ils sont au fait que c'est un défi là qui les attend et que ils seront attendus au tournant, clairement. C'est clair que c'est très attendu et ils n'ont pas intérêt à se foirer, sinon. Mais même si techniquement, les gens sont déçus et souffrent, et peut-être que cette dernière saison souffrira toujours de la comparaison avec les 3 autres. Faut pas oublier que du coup les ressorts, les rebondissements scénaristiques seront toujours là. Et Dieu sait que les lecteurs savent il va y en avoir. Oh oui, ouais, donc, on va pas spoiler, hein, mais croyez-moi que la partie qui arrive dans la sauce finale en manga, elle est juste incroyable et c'est trop comme on l'attaque Titan, c'est plus le même manga d'un coup. C'est parti pour finir en apothéose en fait. Tout a été orchestré pour. C'est incroyable. Du coup, j'espère quand même que même si qualitativement au niveau de l'animation, ça laisse un peu à désirer, il y aura toujours la force du propos. Et à partir de là, quand même, j'espère que les gens, c'est ça qui retiendront. Ouais, mais en plus, justement, ça peut limite être un bon point entre guillemets, on va dire, c'est que si l'animé il finit par décevoir des fans, bah il sera pas trop sur le manga qu'ils aiment et qu'ils apprécient toujours et ça peut être beau pour Pika justement mais bon après c'est toujours mieux d'avoir la masterclass sur l'anime et la masterclass sur le manga, ça c'est faut que tu lances un tweet au Takult, rabattez-vous sur le manga si la dernière saison vous plaît pas. Ouais. D'ailleurs, il y a Simon qui demande dans le chat, est-ce que le top 32 est toujours prévu pour le 25 novembre malgré le confinement? Alors nous, par rapport à la situation là, toute fraîche qui nous est imposée, on a décidé de maintenir en fait la sortie de nos livres. Donc oui, Simon, c'est toujours prévu le 25 novembre. Okay. Et ce sera ça pour tous nos livres parce que on a envie de... Voilà, c'est la deuxième vague de cette épidémie et on aime à penser que voilà, les gens... Les professionnels ont essayé de s'organiser. Il y a le système de click and collect qui peut être proposé. L'idée, en fait, c'est de maintenir en fait, notre planning de sortie pour aider ceux qui trouveront des moyens pour les vendre. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, au début de l'émission. Très important, les amis, je le répète quand même. Beaucoup de librairies souffrent quand même de la situation. Donc, si vous pouvez quand même les aider, pas mal de librairies ont mis le système de click and collect dont tu parles. Tout est disponible sur le site Bubble du BD. Si vous voulez voir, il y a toutes les librairies qui sont recensées. Donc, si vous voulez acheter vos petits mangas de l'Attaque des Titans ou autres, eh bien, c'est là-bas que ça se passe, les amis. Donc à partir de là, on maintiendra bien nos sorties. Et du coup, ça me fait ma transition parfaite sur ma prochaine question. Parce que si confinement égale compliqué d'acheter des mangas maintenant, vous êtes très présent sur l'aspect numérique aussi. Vous sortez beaucoup de chapitres et de mangas en numérique assez tôt. Et l'Attaque des Titans en fait partie, par exemple. Vous êtes plutôt finalement proche de la parution japonaise. Est-ce que ça c'est une volonté vraiment je sais que c'est pas que sur Attaque des Titans, mais sur tous vos mangas, enfin, pas tous vos mangas non plus, mais beaucoup de vos titres, de rester proche de la parution japonaise? Là aussi en fait, mais on peut tout à fait focus sur les Titans parce que ça a été le premier manga où on fait ce qu'on appelle de la simul-pub. De la simul-publication, on sort notre chapitre numérique en même temps que le Japon. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui est important pour certaines séries qu'on a sélectionnées aussi, un peu comme les éditions collector. On estime qu'en fait ça s'y prête pour des mangas et pas pour d'autres. Et effectivement, l'Attaque des Titans ça a été le premier parce que là il y a une telle appétence en fait, si tu veux, pour découvrir le prochain chapitre, parce qu'il n'y a pas un chapitre qui se finit pas par un cliffhanger, j'exagère, mais presque. On a estimé que ça allait aider la série aussi d'avoir cette exposition, d'avoir aussi cette réponse en fait au piratage, où très clairement on dit en fait pas besoin de lire les scans puisqu'on vous propose cette solution-là en numérique. Et en fait c'est un vrai travail là, que mon équipe éditoriale fournit pour les Titans chaque mois.
pour certaines séries chaque semaine. Je pense à Eden Zero, je pense à To Eternity, c'est vraiment un gros boulot. Mais c'est aussi une façon d'épouser un peu le système de prépublication qu'il y a au Japon. On ne peut pas proposer les magazines qu'eux ils proposent, mais on a cette solution du digital qui demande une organisation, mais qui permet de proposer au lecteur d'avoir sa dose, entre guillemets, en même temps que les Japonais. Est-ce que du coup, au niveau des stats, t'en penses quoi toi de ça? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas encore assez rentable? Je vais pas te mentir. Alors la rentabilité, c'est le temps que mes équipes y passent et tout. Enfin, c'est vrai que le côté pécunier, on gagne pas des 1000 et des 100 avec le numérique. Mais par contre, c'est important d'avoir une offre en numérique de ce type, en attendant que les gens s'équipent toujours plus et mieux, en attendant peut-être que les habitudes de consommation des mangas changent. Là, avec le confinement, forcément, les modes de penser et de penser ses achats va peut-être changer. Peut-être qu'il en sera de même pour les habitudes de lecture. Donc, c'est important pour Pika de proposer ça, d'avoir une offre et d'être prêt le moment où sûrement ça va basculer. Donc on ne peut pas le faire sur toutes nos séries, c'est pas envisageable, mais sur une sélection de certains titres, ça l'est tout à fait. Et, on est content d'avoir cette valeur ajoutée par rapport à certains confrères. C'est vrai que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut saluer chez vous. C'est que vraiment vous essayez au maximum de proposer des alternatives légales en numérique. Et c'est vrai que finalement, c'est pas si démocratisé que ça, finalement, chez tous les éditeurs en France. Et en même temps, c'est assez compliqué, parce que, comme tu dis, les chiffres sont pas encore là. Mais d'un côté, si on s'y met pas sérieusement, le Scantrad va continuer à perdurer. Mais en même temps, d'un côté, c'est quelque chose que je regrette, c'est que malgré tout le travail que vous fournissez, qui est incroyable et tout, c'est pas vous le problème, en fait. Pour moi, c'est les plateformes par lesquelles vous passez. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, lire sur Isneo ou ce genre de plateforme, c'est des plateformes qui finalement font les choses moins bien, moins ergonomiquement parlant, moins bien que certains trucs de Scantrad qui sont finalement pas légaux. Et ça, je trouve pas ça normal, tu vois, que l'expérience soit moins bien chez quelqu'un chez qui je paye de l'argent que chez quelqu'un chez qui on a des problèmes. Et ça, c'est dommage, malheureusement. C'est même pas votre faute, je sais très bien que c'est pas toi qui fais les applications, mais c'est dommage. Je vois ce que tu veux dire et c'est important d'avoir ce regard-là. Et en même temps, du coup, nous, notre travail en tant qu'éditeur, c'est d'espérer que nos partenaires s'améliorent toujours plus. Mais ça n'empêche pas que nous, on doit leur fournir, entre guillemets, des munitions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur tenir le discours de « non, quand vous serez au top, comme Mangarok ou que sais-je, on en reparlera ». Non, en fait, il faut qu'on soit là et qu'on espère que ça aille dans le bon sens. Mais en tout cas... c'est aussi important, on parlait de créer l'événement avec les éditions collector, c'est aussi important de créer l'événement en simul-pub. C'est ce qu'on a fait pour Eden Zero, il y avait eu une bonne réception aussi par rapport à ça, c'est qu'on avait lancé vraiment la série en simultané avec le Japon au moment de Japan Expo, ça avait beaucoup buzzé, Fairy Tail venait de se finir. Donc à un moment donné, il y a des timings où ça permet de parler de la série, et finalement ça devient aussi un outil marketing, le simul-pub. Et du coup tout ça doit être orchestré de façon à ce que les planètes s'alignent et que le manga ait la meilleure vie possible en digital comme en librairie. Il faut qu'on en parle. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Il faut quand même, les gars qui sont dans le chat, essayer de ne pas lire en Scantrad. Si vous pouvez donner un petit peu quelques centimes, quelques euros. Non, mais pour l'attaque des Titans, c'est même pas du Scantrad. Hein. La team qui s'en occupait a arrêté quand justement l'attaque des Titans a été proposée légalement en simultrad. Le problème, il est autre, et c'est un problème encore plus grave, je trouve. C'est que là, ce qu'on retrouve sur les sites de scan, c'est justement les chapitres officiels qui sont leakés sur les sites de scan, quoi. Et c'est encore un gros problème. Parce qu'ils font pas de différence avec ce qui est disponible ou pas en librairie, et c'est encore plus problématique, quoi. Là, effectivement, c'est plus sournois, on va pas se mentir. Après, écoute, nous on est au fait de ce genre de choses, on entreprend des actions des fois quand elles s'imposent.
Après, voilà, il faut espérer que les habitudes changent et que les mentalités changent aussi. Ok. Bon, pour revenir quand même sur l'œuvre de l'Attaque des Titans, ce qui est incroyable, je trouve, avec ce manga et pourquoi il faut le lire et je dirais même le relire, c'est que, et Otaku l'a dit tout à l'heure en plus, c'est qu'il y a différents niveaux de lecture. Et en fait, tu te rends compte que tu lis jusqu'au tome 30, tu recommences du début et tu comprends l'histoire d'une toute autre manière. Et ça, je trouve ça tellement fou, mais c'est tellement ingénieux de la part de l'auteur. C'est tellement, il y a des petits éléments de scénario qui sont glissés par là que tu vois pas au premier abord, qui te semblent naturels. Et après, tu te rends compte qu'en relisant, et ben en fait, ça a un impact des années après, des chapitres après dans le manga. Et finalement, je trouve qu'il y a très peu de mangas qui permettent ce genre d'expérience, de relecture vraiment. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Ça en fait un manga très rentable du coup, puisque franchement, tu le lis 2 à 3 fois easy. Et c'est vrai que ouais. Et puis même du coup, quand tu le relis, ce qui pouvait te gêner au début, voilà, tout ça, tu le gommes, tu le mets de côté et t'es direct dedans, quoi. Ouais, c'est un peu une série. Enfin, pour moi, je la compare un peu à Game of Thrones. Avant chaque nouvelle saison, moi, avec ma chérie, on était obligé de se remater les saisons d'avant, pas parce que c'était compliqué, mais parce qu'on voulait être sûr d'oublier aucun détail. Franchement, les Titans, il y a de ça. Et après, c'est même plus qu'une relecture, c'est une redécouverte, finalement. Quand tu recommences finalement avec les révélations que tu as eues et que tu recommences le manga, tu redécouvres plusieurs choses et c'est notre approche, quoi. Ouais, franchement, on ne peut que vous conseiller de regarder, mais aussi de lire et relire le manga de Hajime Isayama, disponible chez Pika, les amis. Est-ce que vous avez d'autres questions, Dorian, Kai, Otakult? Non. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, on va prendre quelques questions dans le chat, peut-être. Si vous avez des questions, il y a une question qui est revenue souvent, c'est le chat voulait savoir si tu parlais japonais, mais j'imagine que oui, pour converser avec les ayants droit. Oui, on n'a pas parlé de forcément mon parcours. En fait, en gros, moi j'ai fait des études à l'INALCO de japonais et j'ai vraiment le niveau qui me permet de faire mes lectures, faire mes recherches en fait sur internet, sur un titre, traquer tout ce qui peut se passer et qui est du coup en langue japonaise. Après, moi, pour le coup, je préfère discuter, être sur le terrain neutre de l'anglais avec les éditeurs japonais, parce qu'il y a des choses qu'on peut se permettre en anglais que tu ne te permets pas forcément en japonais. Et puis, j'ai pas non plus je pense, le niveau suffisant pour vraiment avoir une discussion 100% fluente avec eux. Mais je préfère des fois avoir le côté neutre de la discussion via l'anglais et faire un petit peu le gaijin et faire un peu le teubé et poser la question où je sais que j'aurai la réponse, parce que c'est pas que la maîtrise d'une langue, c'est la maîtrise de tout un tas de formes de politesse, de niveaux de politesse avec les Japonais, et il faut vraiment très bien maîtriser pour l'utiliser comme tel. Donc, mais en tout cas, voilà, moi, pour tout ce qui est toutes mes prospections, toutes mes recherches, Donc oui, j'ai étudié à l'INALCO et effectivement donc à l'Institut des langues orientales, le japonais là-bas. J'ai couplé ça du commerce international pour pas avoir que la langue. Mais en fait, l'idée, moi, c'était que je voulais absolument en fait avoir un travail en rapport avec le Japon. C'est ma passion depuis toujours. J'ai toujours fait que du judo quand j'étais petit. J'ai un grand frère de 6 ans, moi, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier en me faisant justement, en me montrant des mangas et des animés que j'étais pas censé regarder ni lire, puisqu'il a 6 ans de plus que moi. Donc voilà, tout ça m'a donné le goût vraiment au manga. Et donc j'ai commencé chez Casterman avec la collection Saka, après chez Kazé, où je suis resté 6-7 ans. Et puis après, voilà, du coup en 2015, Picard, avec maintenant 5 ans, voilà, 5 ans déjà que je suis chez Picard. Ok, c'est cool. C'est très bien. Dans le chat, n'hésitez pas à poser quelques questions avant qu'on termine avec Mehdi. Je peux le voir, moi, le chat, parce que tu vas sur la page Twitch, sur Twitch, directement, sur le live. C'est Team Manga. Moi, je suis sur le lien que tu m'as envoyé, mais j'ai pas... Ouais, là, tu ne vois que nous, mais faut aller sur le Twitch. Bon, la question qu'il fallait te poser, bien évidemment, j'étais sûr dans le chat, c'est Grand Blue, c'est pour quand? Pika ou un autre? C'est le manga d'Alcolo, là?
Ouais, clairement. Ta réponse Bah écoutez, que dire, je suis pas censé pouvoir vous dire ça. Je peux vous dire qu'il y aura un autre titre avec Blue dans le planning 2021, mais je ne peux pas en dire plus. On va aller faire nos recherches. Ouais. Les amis, dans le chat, allez me rechercher tous les mangas où il y a Blue dedans. Non, attendez. Allez chercher une bouteille de champagne et voilà. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est aussi par rapport à ce titre-là, c'est que c'est vrai que comme Kaguya, il est dans le viseur en fait depuis un certain moment et voilà, on se pose toujours des questions. Moi, je suis toujours un peu surpris de voir que, en fait, c'est un seinen et du coup, les personnages boivent beaucoup. Et ça peut peut-être être un frein, je sais pas, à l'exploitation en France. Il y a le côté un peu débile des personnages, mais bon, moi, des fois, ça me fait penser à Onizuka, donc ça m'amuse. Mais voilà, je ne sais pas comment serait pris ce rapport à l'alcool qui est vraiment très typiquement japonais, quoi. Pour le coup, des fois, on se demande s'ils font de la plongée. Hein. On se demande si c'est vraiment un manga de plongée. Ouais. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça fait partie des titres comme ça qui ont un vrai succès notable au Japon, qui n'ont pas une grosse exposition là en France par rapport à l'animé, parce que là aussi, Amazon n'a pas encore la vitrine qu'un Netflix a fini par acquérir, parce qu'au début, Netflix, c'était pas non plus trop ça. Là, ça a vraiment changé, leur catalogue a pris une autre ampleur. Voilà. C'est vrai que c'est des titres qu'on a identifiés, on voit que les internautes en parlent beaucoup, mais la décision est loin d'être simple, en fait, c'est ça que je veux dire. Okay. Pour ce titre-là, comme beaucoup d'autres. Hein. Mais bon, quand même, on a gratté une petite information, les amis, c'est déjà bien, on va pas lui demander plus. Merci pour Kaguya-sama au passage, il y a Super Richard, excuse-moi masqué, qui te dit ça. Merci. Il y a Masao qui dit, moi aussi je suis à l'Inalco, je veux bien être ton héritière. Il y a Ryo-sama21 qui dit, est-ce que les éditeurs français vont sortir des webtoons en physique? Bon, je sais pas si c'est prévu chez Pika, mais... je peux pas non plus en dire trop, mais en tout cas, on a des auteurs coréens au catalogue qui ont déjà un peu cette veine-là. Je pense à l'auteur d'Areade, Shingangu Onshi. C'est déjà quelque chose qui est dans l'ADN de Pika, je dirais. Après, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on observe. C'est des phénomènes, c'est assez différent du manga hein, comme approche, même totalement différent. Mais on étudie la chose, bien sûr, comme tous mes confrères, j'imagine. Ok. Il y a Rodrigumu du 9-1 qui te demande, tu recommandes l'Inalco ou pas? Eh ben, ouais. Après, il y a tous les échos, hein, que ce soit à Jussieu ou l'Inalco. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils sont plus à Jussieu. Ouais. Oui, moi, j'ai de très bons souvenirs là-bas. Des profs plutôt solides et inspirants. Donc, oui, je recommanderais l'Inalco. Ouais. Ton manga préféré, Mehdi, c'est? Mon manga préféré, c'est une bonne question. J'ai envie de parler de mon premier choc vraiment que j'ai lu quand j'étais vraiment petit à cause de mon frère. Hein. J'aurais jamais dû lire ça à l'âge que j'avais, mais c'est Gun. Je crois que j'ai jamais rien lu de mieux que Gun en SF, cyberpunk et je suis amoureux de Gali quoi, très clairement. On l'est tous. Quand on a lu le manga, je pense qu'on l'est tous. Ma chérie, pas loin. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir directeur d'édition rapidement? Satoshi qui demande. Rapidement. Faut pas être pressé. Je sais pas qui pose cette question. Satoshi qui demande là. Ouais, non, en fait, je pense que il faut de l'expérience et de la motivation. Moi, en fait, j'ai vraiment gravi tous les échelons, je dirais, de la chaîne éditoriale. Quand j'étais à Casterman en stage et puis après, quand j'ai travaillé chez Asuka Kaze, je suis vraiment passé par toutes les étapes, donc le suivi de production, le suivi de toute la coordination en fait avec les lettreurs et les traducteurs. Je me suis occupé des appros aussi avec les japonais. J'ai fait la création. Enfin, tout ça pour dire que je suis passé par toutes les étapes qui ont fait qu'à un moment donné, j'avais l'expérience requise pour prétendre à ce poste. Donc,
si tu veux devenir directeur éditorial rapidement, je pense qu'il faut monter sa propre maison d'édition. C'est le meilleur moyen. Mais dans une structure importante, il faut de l'expérience, de la motivation, puis aussi un bon timing. Okay. Allez, rapidement, ton personnage préféré de SNK, et on va terminer avec cette question, je pense, pour le chat. Levi, il est trop badass, et le côté, on n'arrive pas à le cerner, ce côté impassible en fait, qui fait qu'il a peur d'absolument aucun titan. C'est dur de pas le préférer, vraiment. La bonne réponse c'était Armin. Voilà, merci à toi d'avoir. Je rigole. Mais moi je gardé quand même une dernière question pour la fin quand même. Comment vous appréhendez, parce qu'on sait que le manga arrive sur sa fin au Japon, dangereusement sur sa fin. Et comment vous appréhendez cette fin? Est-ce que vous comptez préparer quelque chose pour la série? Comment vous voyez ça d'un œil en tant qu'éditeur du manga en France? Je pense qu'il faut, en tout cas, on appréhende oui et non, c'est-à-dire que une fois que la série sera terminée, ce sera à nous de faire en sorte de continuer de l'accompagner, et la série ne va pas s'arrêter comme ça avec son dernier tome. L'étape d'après, c'est d'en faire un vrai classique et de continuer d'imaginer des choses autour de la série. Donc là, je parlais d'opérations commerciales prévues là à la fin du mois de décembre. Ce sera des choses de ce genre-là, peut-être des nouvelles éditions dans un futur un peu plus lointain. En fait, voilà, on va attendre que le Japon peut-être nous balise un peu le terrain là-dessus, mais peut-être pas. En fait, à partir du moment où la série va se terminer, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de l'accompagner. C'est vrai que comme il n'y aura plus de nouveautés, il y aura moins de boost autour de la série, mais là, on a vu qu'au Japon, il y avait beaucoup de hits qui se terminaient. Ça ne voulait pas dire pour autant qu'il n'y avait pas de suite autour de la série, fait par d'autres auteurs. Voilà, on n'appréhende pas plus que ça. On se dit plutôt que voilà, on vise l'héritier, le prochain titre qui pourra prendre la suite des Titans. Mais pour l'attaque des Titans, la série en elle-même, on continuera d'imaginer des choses pour accompagner sa vie qui ne va pas s'arrêter au dernier tome.